Ma belle-fille m'a dit que je n'étais pas son vrai père et que je ne ferais jamais partie de leur famille. Alors, j'ai fait mes valises et je suis partie. Sans faire d'histoire. Mais elle n'oubliera jamais le silence qui a envahi la maison quand sa mère a compris que je ne reviendrais pas. Moi, Laurent, 42 ans. Je n'aurais jamais cru que le silence puisse être aussi assourdissant. La dispute a éclaté un mardi soir. Je m'en souviens parce que les mardis étaient généralement calmes à la maison. Pas d'entraînement de foot, pas de cours de piano au conservatoire, juste le dîner et les devoirs. Ma belle-fille, Léa, se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le visage rouge de colère, et m'a lancé que je n'étais pas son vrai père. Elle a dit que je n'aurais jamais ma place dans leur famille. Les mots sont sortis de manière tranchante et délibérée, chacun conçu pour blesser, et ils ont fait mouche. Je me tenais là, un torchon à la main, venant tout juste de finir de remplir le lave-vaisselle. Après avoir préparé le dîner pour tout le monde, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Ma femme, Céline, était à l'étage dans la chambre, totalement ignorante de ce qui se passait en bas. Léa me foudroyait du regard avec une telle intensité que j'ai su que ce n'était pas juste une crise d'adolescence. C'était des années de ressentiment qui éclataient enfin. Elle m'a dit d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'agir comme si j'avais une quelconque autorité sur elle, d'arrêter d'essayer de remplacer son vrai père. L'ironie était brûlante. Son père biologique ne l'avait pas vu depuis 3 ans, ne l'avait pas appelé pour son anniversaire, n'avait pas envoyé la moindre carte à Noël. Mais apparemment, la génétique primait sur tout le reste. Je n'ai pas hurlé en retour. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement hoché la tête, posé le torchon et je suis montée dans la chambre. Céline a levé les yeux de son ordinateur portable pour me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu d'air et je lui ai demandé si elle avait entendu ce qui venait de se passer. Ce n'était pas le cas. Le pavillon de banlieue était bien isolé entre les étages. Je lui ai expliqué la conversation, m'attendant à ce qu'elle soit choquée ou en colère pour moi. Au lieu de ça, elle a soupiré comme s'il s'agissait juste d'un énième problème domestique ennuyeux. Elle a dit que sa fille traversait une phase difficile, les hormones, les drames de l'adolescence au lycée. Elle m'a demandé d'être patient, de comprendre que les jeunes disent des choses qu'ils ne pensent pas. Je lui ai demandé si elle comptait réagir, asseoir sa fille pour lui expliquer que le respect n'était pas une option. Ma femme a balayé ma remarque d'un geste de la main, disant qu'elle lui en parlerait à l'occasion, mais que ce n'était pas le bon moment parce que Léa avait ses épreuves du bac de français qui approchaient. Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais passé 6 ans dans cette famille, 6 ans à aller la chercher au collège puis au lycée, à l'aider avec ses devoirs, 6 ans à organiser ses fêtes d'anniversaire parce que sa mère était trop accaparée par son travail. 6 ans à être celui qui se présentait aux réunions parents-prof pendant que son père biologique était aux abonnés absents. Et en une seule conversation, j'ai compris exactement quelle était ma place. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans le lit à fixer le plafond, revoyant mes souvenirs comme un film. La première fois que j'ai rencontré ma belle-fille, elle avait 11 ans, elle était timide et silencieuse. Sa mère et moi sortions ensemble depuis 3 mois quand elle avait enfin accepté de nous présenter. Nous étions allés dans une pizzeria en centre-ville et la petite avait à peine décroché 2 mots de tout le repas. Mais, avec le temps, elle s'était détendue, du moins c'est ce que je croyais. Je me suis souvenu de lui avoir appris à faire du vélo sans les petits trous quand elle avait 12 ans. Sa mère avait essayé quelques fois, mais n'avait pas la patience.
J'avais passé 3 week-ends à courir à côté de ce vélo, à tenir là. Celle, à lâcher prise quand elle était prête. Elle m'avait serré fort dans ses bras en disant que j'étais le meilleur. Ce souvenir me semblait être un mensonge. À présent, j'ai repensé à la fois où, à 13 ans, elle s'était fait harceler au collège. Elle était rentrée en pleurs et s'était enfermée dans sa chambre. Sa mère avait essayé de lui parler à travers la porte, sans succès. J'avais attendu 1 heure, puis j'avais frappé doucement pour lui proposer d'aller manger une glace et de discuter. Elle avait ouvert la porte. Nous nous étions assis dans ma voiture, sur le parking du MC-Do du coin pour manger un MC Fleury. Et elle m'avait tout raconté. J'avais écouté. Je n'avais pas essayé de régler le problème ou de le minimiser. J'avais juste écouté. Elle m'avait remercié et m'avait dit qu'elle se sentait mieux. Un autre mensonge, apparemment. Quand elle a eu 14 ans, elle a intégré le club de handball de la commune, mais sa mère était en déplacement professionnel lors de son premier match. J'y étais allé. Seul, je m'étais assis dans les gradins du gymnase et j'avais encouragé plus fort que n'importe quel autre parent présent. Après le match, elle avait couru vers moi, tout excitée par une action qu'elle avait faite. Je lui avais dit que j'étais fière d'elle. Elle rayonnait. Que valait tout cela aujourd'hui? Au petit matin, ma décision était prise. Je me suis levée tôt, avant que quiconque ne se réveille, et j'ai commencé à faire mes cartons. Je n'avais pas grand-chose qui m'appartenait vraiment. La plupart de mes affaires avaient été absorbées par le foyer au fil des ans. J'ai pris mes vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres et des objets personnels qui comptaient pour moi. J'ai laissé tout ce que j'avais acheté pour la maison, la machine à café à grains pour laquelle j'avais fait des recherches pendant des semaines, l'étagère que j'avais construite de mes mains, la plancha dont je m'étais servi chaque week-end d'été. J'ai emballé mes affaires silencieusement et méthodiquement, chargeant tout dans ma voiture. En 3 trajets. Le soleil commençait tout juste à se lever quand j'ai terminé. Je suis resté dans l'allée un instant, regardant cette maison que j'appelais mon chez moi. C'était un beau pavillon, un quartier agréable, avec son portail en fer forgé et tout le reste, mais ça n'avait jamais vraiment été à moi, n'est-ce pas? Je suis rentrée une dernière fois. Céline était dans la cuisine à se préparer un café. Elle m'a demandé où j'étais passée de si bon matin et pourquoi ma voiture était pleine. Je lui ai dit que je partais. Elle a d'abord ri, croyant à une blague. Quand elle a compris que je ne plaisantais pas, son expression est passée de la confusion à l'agacement. Elle m'a dit que j'étais ridicule et que je faisais un drame pour rien. Elle m'a ordonné de vider la voiture et d'arrêter d'agir comme un enfant. Je lui ai expliqué calmement que je n'étais pas désirée ici, que sa fille l'avait rendu parfaitement clair et qu'elle n'avait rien fait pour y remédier. Ma femme a levé les yeux au ciel et a dit que je prenais les choses de manière disproportionnée. Elle a insisté sur le fait que sa fille ne le pensait pas et que j'étais trop sensible. Je lui ai posé la question directement, pensait-elle que sa fille avait tort de dire ces choses? Prévoyait-elle d'avoir une vraie conversation avec elle sur le respect et les limites? Ma femme a hésité. Cette hésitation était la réponse. Elle a commencé à parler de la complexité des familles recomposées, du fait que je devais comprendre la position dans laquelle elle se trouvait, qu'elle ne pouvait pas forcer sa fille à ressentir certaines choses. Chaque mot confirmait que je serait toujours le rouage externe qu'on pouvait sacrifier pour maintenir la paix. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit que j'espérais que les choses s'arrangeraient pour elle, et je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi, la voix montant d'un ton exigeant.
que je m'arrête et qu'on en parle correctement. Elle disait que je ne pouvais pas tout plaquer pour une simple dispute avec une ado. Je lui ai rappelé que ce n'était pas une dispute, c'était 6 ans à être toléré sans jamais être vraiment accepté, et son refus total de changer cette dynamique. Ma belle-fille est apparue en haut des escaliers, sans doute réveillée par le chahut. Elle se tenait là, en pyjama, l'air confuse. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste un grand vide. Je lui ai dit qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle allait retrouver sa famille exactement comme elle l'entendait, sans moi. Je suis sortie et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère, Julien, de l'autre côté de l'agglomération. Il a été surpris de me voir débarquer avec ma voiture pleine, mais n'a pas posé trop de questions. Il m'a juste aidé à décharger et à installer la chambre d'amis. J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard, agissant de manière mécanique. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma femme a appelé et envoyé des SMS à plusieurs reprises. J'ai tout ignoré. Vers le soir, le ton des messages a changé. Ils sont passés d'exigences furieuses pour que je revienne à des questions confuses sur la raison pour laquelle je lui faisais ça, à elle, pas à nous, à elle. Cela en disait long sur ses priorités. J'ai fini par répondre par un seul message, j'ai besoin d'espace, ne me contacte pas. Les jours suivants ont été étranges. Je suis restée chez mon frère et sa famille, essayant de réfléchir à ma prochaine étape. J'ai appelé un avocat pour comprendre ce qu'un divorce impliquait. Financièrement. La maison était au nom propre de ma femme, acquise avant notre rencontre. J'avais participé au remboursement du prêt immobilier pendant 6 ans, mais je n'avais aucun droit de propriété dessus. La plupart de nos comptes bancaires étaient joints mais facilement séparables. Nous n'avions pas d'enfants. Ensemble. Ce serait une séparation relativement nette. Le 4e jour, ma femme a débarqué chez mon frère. Elle avait l'air terrible, les cheveux gras, les yeux rouges. Elle a demandé si nous pouvions parler en privé. Mon frère nous a laissés seuls. Nous nous sommes assis dans son petit jardin et elle m'a dit qu'elle était désolée. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était sérieux. Elle pensait que j'avais juste besoin de me calmer. Je lui ai demandé si elle avait parlé à sa fille. Elle a dit oui, qu'elles avaient eu une longue discussion. J'ai demandé ce qu'il en était ressorti. Ma femme a eu l'air gênée et a dit que sa fille était bouleversée que je sois partie. Elle se sentait coupable, mais restait sur la défensive. Elle maintenait que j'avais réagi de manière excessive. Ma femme a insisté sur le fait qu'elle avait essayé d'expliquer mon point de vue, mais que sa fille était têtue. J'ai posé la question qui comptait, sa fille comprenait elle que ce qu'elle avait dit était méchant et blessant? Voulait-elle que je revienne? Ma femme a encore hésité. Elle a dit que sa fille était perdue et avait besoin de temps. Qu'elle était jeune et ne comprenait pas complètement les relations entre adultes. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait 16 ans, pas 6 ans, et qu'elle était assez grande pour comprendre les conséquences de ses actes. Ma femme s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas me perdre. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin pour que ça marche. Je lui ai dit honnêtement que j'avais besoin de savoir que j'étais un membre à part entière de cette famille. Cela signifiait que sa fille devait me traiter avec un respect élémentaire et qu'elle, la mère, devait le faire appliquer. Cela signifiait ne pas être ignorée ou rabaissée en cas de conflit. Cela signifiait être des partenaires dans l'éducation, et non pas qu'elle sape mon autorité pour garder sa fille heureuse. Elle a promis qu'elle ferait mieux. Elle a juré que les
Chose allait changer. Je voulais la croire, mais 6 ans de preuve suggéraient le contraire. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Elle est partie à contre-cœur, me suppliant de ne pas abandonner notre couple. 2 semaines ont passé. J'ai trouvé un petit appartement en location et j'ai commencé à y emménager mes affaires. J'ai continué à ignorer la plupart des appels et des messages. Ma femme s'est présentée à l'appartement une fois, me suppliant de reconsidérer ma décision. Elle a apporté des documents montrant qu'elle avait entamé des séances de thérapie familiale et voulait que je m'y joigne. Je lui ai dit que c'était bien, mais que je n'étais toujours pas prêt. La vérité, c'est que quelque chose s'était brisé et ne pouvait pas être réparé. Ce n'était pas seulement ce que ma belle-fille avait dit, les ados s'emportent parfois. C'était le schéma que cela révélait, les innombrables petits moments où l'on s'attendait à ce que je sois le parent sans en avoir l'autorité, les fois où ma femme avait pris parti pour sa fille par défaut. La façon dont on m'avait toujours obligé à m'adapter et à faire des concessions. Pendant que tout le monde restait dans son confort. J'ai réalisé que j'avais essayé de gagner une place dans une famille qui ne m'accepterait jamais complètement. Ma belle-fille me voyait comme un intrus et ma femme me voyait comme un ajout utile, mais pas indispensable. J'avais fait tout le travail pour que les choses fonctionnent pendant qu'elles en récoltaient les fruits. 1 mois après mon départ, j'ai demandé le divorce. Ma femme était sous le choc. Elle m'a immédiatement appelé en pleurant, me demandant comment je pouvais faire ça. Elle a insisté sur le fait que nous pouvions arranger les choses si je rentrais simplement à la maison. Je lui ai dit que j'en avais fini d'essayer d'arranger les choses tout seul. Elle avait eu 1 mois pour me prouver que les choses seraient différentes et rien n'avait vraiment changé, si ce n'est que ça lui manquait d'avoir quelqu'un pour gérer l'intendance de la maison. La procédure de divorce s'est déroulée sans accroc. Ma femme a essayé de s'y opposer émotionnellement, mais juridiquement, il n'y avait pas grand-chose à contester. Nous avons séparé nos comptes, divisé nos biens, et c'était à peu près tout. Elle a demandé une prestation compensatoire et mon avocat a ri. Nous n'étions mariés que depuis 4 ans. Nous étions sortis ensemble 2 ans avant cela et elle gagnait mieux sa vie que moi. Le juge l'a déboutée rapidement. Au cours de la procédure, ma femme m'a demandé si j'envisageais de maintenir une certaine relation avec sa fille. Elle a dit que je manquais à sa fille et qu'elle se sentait coupable. J'ai demandé si sa fille l'avait vraiment dit ou si ma femme projetait ses propres envies. Elle a admis que sa fille ne l'avait pas dit directement, mais qu'elle pouvait le sentir. J'ai décliné poliment mais fermement. J'ai répondu que j'avais passé 6 ans à essayer de construire quelque chose dont personne ne voulait et que j'en avais fini avec les demi-mesures. Le divorce a été prononcé 3 mois après mon départ. J'ai surtout ressenti du soulagement. J'avais déjà fait le deuil de cette perte. Pendant ces nuits blanches et ces journées silencieuses chez mon frère. Au moment où les papiers ont été signés, j'étais en paix avec tout ça. J'ai appris par des amis communs que ma belle-fille traversait une mauvaise passe. Ses notes au lycée avaient chuté et elle s'était renfermée sur elle-même. Ma femme avait raconté aux gens que c'était à cause du divorce, faisant de moi le méchant d'eux. Leur histoire. Je n'ai même pas pris la peine de corriger qui que ce soit. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. 6 mois après le divorce, je suis tombée sur mon ex-femme au supermarché Leclerc du coin. C'était gênant. Elle avait l'air fatiguée et m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien et je lui ai posé la même question. Elle a dit que ça allait, mais manifestement, ce n'était pas le cas. Elle a mentionné que sa fille était difficile ces derniers temps et qu'elle aimerait que je sois là pour l'aider.
J'ai résisté à l'envie de souligner l'ironie de la situation. Elle m'a demandé s'il m'arrivait de penser à revenir, peut-être à réessayer. Je lui ai dit honnêtement que non. Ce chapitre était clos. Elle a eu l'air blessée mais a hoché la tête. Elle a dit que sa fille posait parfois des questions sur moi. Je n'ai pas répondu à cela. Il n'y avait rien à dire. En regagnant ma voiture sur le parking, j'ai ressenti l'aspect définitif de la chose. Ma belle-fille avait voulu que je parte et son vœu avait été exaucé. Mais ce qu'elle n'avait pas compris à 16 ans, c'est que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas. Elle m'avait repoussé. Sa mère l'avait laissé faire, et maintenant, elles devaient toutes les deux vivre avec ce choix. J'avais passé 6 ans à essayer d'être quelque chose que je ne pourrais jamais être, un remplaçant pour quelqu'un qui les avait abandonnés. J'avais fait des sacrifices, des compromis, et je m'étais plié en 4 pour gagner une acceptation qui n'allait jamais venir. Et il a suffi d'une seule phrase cruelle pour me montrer la vérité. Le silence dans cette maison quand je suis parti a dû être assourdissant. L'absence de quelqu'un qui faisait tant de choses en coulisses a dû être immédiatement évidente. Plus personne pour préparer le petit déjeuner. Plus personne pour faire les courses de la semaine. Plus personne pour organiser les dîners en famille ou se souvenir de payer les factures EDF ou Internet à temps. Plus personne pour être le soutien émotionnel. Ou la voix de la raison. Mon ex-femme m'a envoyé un SMS une fois, des mois après le divorce, admettant qu'elle n'avait pas réalisé tout ce que je faisais jusqu'à mon départ. Elle disait que la maison semblait vide et que sa fille en avait fait la remarque, elle aussi. Je n'ai pas répondu. Cette prise de conscience arrivait trop tard. J'ai refait ma vie, j'ai fini par recommencer à voir du monde, j'ai noué des amitiés que j'avais négligées en essayant d'être le beau-père parfait, je me suis concentré sur ma carrière et mes loisirs. J'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Parfois, je me demandais si ma belle-fille repensait à ce fameux mardi soir, si elle faisait un jour le lien entre ces mots et leurs conséquences, si elle comprenait qu'elle n'avait pas seulement blessé mes sentiments. Elle avait rompu une relation de façon permanente. J'espérais qu'elle en avait tiré une leçon, mais ce n'était plus mon problème. J'étais parti en gardant ma dignité. Je n'avais pas cherché la bagarre. Ni fait de drame. Je ne les avais pas dénigrés et je n'avais pas essayé de les punir. Je m'étais simplement retiré d'une situation où je n'étais pas apprécié à ma juste valeur. C'était ça la véritable vengeance, au fond, leur montrer exactement ce qu'elle tenait pour acquis en le laissant disparaître. Le silence que j'ai laissé derrière moi en disait beaucoup plus long que n'importe quelle dispute. Mise à jour numéro 1. Cela fait presque un an que j'ai posté mon histoire initiale. Je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, mais assez de gens l'ont demandé et il s'est passé certaines choses qui méritaient d'être partagées. La vie a été belle. J'ai eu une promotion au travail 2 mois après la finalisation du divorce, ce qui tombait à pic. L'augmentation de salaire m'a permis de louer un appartement plus sympa dans un quartier de la ville que j'ai toujours aimé. J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, je me suis mis à la photographie comme passe-temps, et j'ai repris contact avec des amis dont je m'étais éloigné pendant mon mariage. Il s'avère que lorsqu'on ne dépense pas toute son énergie à essayer de réparer une dynamique familiale brisée, on a beaucoup plus de disponibilité mentale pour soi-même. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un il y a environ 4 mois. Elle est douce, indépendante et n'a pas d'enfant. Nous prenons notre temps, mais c'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui a vraiment envie que je sois là, qui ne me voit pas comme l'homme à tout faire recruter pour gérer les tâches que personne d'autre ne voulait assumer.
Le contraste avec ma relation précédente est saisissant. Voici où les choses sont devenues intéressantes. Il y a 3 semaines, mon ex-femme m'a contacté. Pas un SMS, un véritable appel téléphonique. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Elle avait l'air stressée. Elle m'a demandé si on pouvait se voir autour d'un café pour discuter de quelque chose d'important concernant sa fille. J'ai accepté, surtout parce que je voulais clore ce chapitre de manière définitive. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie en terrain neutre. Elle avait l'air vieilli, épuisé. Elle m'a remercié d'être venue et est allée droit au but. Sa fille suivait une thérapie à présent, et la psychologue avait suggéré qu'une conversation avec moi pourrait lui être bénéfique. Mon ex-femme m'a expliqué que sa fille luttait contre la culpabilité et les regrets concernant la façon dont les choses s'étaient terminées. Elle avait apparemment dit à sa psy qu'elle voulait s'excuser. J'ai demandé en quoi cela me concernait aujourd'hui. Mon ex-femme a paru mal à l'aise. Elle a avoué que le comportement de sa fille avait empiré après mon départ, pas seulement avec elle, mais avec ses profs de lycée, ses amis, tout le monde. La psy pensait que cette culpabilité non résolue se manifestait par de la colère et des problèmes de comportement. Mon ex-femme m'a demandé si j'accepterais de rencontrer sa fille juste une fois pour lui permettre de tourner la page. Je suis resté silencieux un long moment face à cette requête. Une partie de moi se sentait confortée. Les conséquences les avaient rattrapées et maintenant elles avaient besoin de moi pour quelque chose. Une autre partie de moi ne ressentait absolument rien. J'ai demandé ce que j'y gagnais. Mon ex-femme n'avait pas de réponse. Elle a juste dit qu'elle était désespérée et espérait que je le ferais par bonté d'âme. Je lui ai répondu non. Je lui ai expliqué que j'avais passé 6 ans à être bon, à être patient, à être compréhensif, et que ça ne m'avait mené nulle part. Sa fille avait exprimé son choix de façon claire et je l'avais respecté en partant. Ce qu'elle ressentait maintenant était le résultat naturel de ce choix et c'était à elle de faire ce travail sur elle-même, pas à moi. Je n'étais pas un outil pour sa thérapie. Mon ex-femme s'est mise à pleurer, disant que j'étais cruelle. Je n'étais pas d'accord. J'étais honnête. J'ai fini mon café, je lui ai souhaité une bonne continuation, et je suis partie. Elle m'a envoyé plusieurs SMS par la suite pour me traiter de sans cœur et me dire que j'avais changé. Peut-être que oui, ou peut-être que j'ai simplement arrêté de m'immoler par le feu pour réchauffer les autres. Je ne ressens aucune culpabilité d'avoir dit non. Je ne leur dois rien.